évidemment d'accueillir un petit jeune homme que tout le monde connaît, j'imagine, à Conflans, et qui s'appelle Michel Rocard. Voilà. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. Vous le savez sans doute, mais pour moi c'est quand même un événement. Ça doit être la première fois que je remets les pieds à Conflans depuis 8 ou 9 ans. J'ai beaucoup aimé cette ville, j'ai été votre maire pendant près de 18 ans, moins 2 ou 3 mois. Je retrouve cette salle où j'avais discuté les plans et fait la construction avec beaucoup d'émotion. J'ai vu non seulement le petit dîner qui nous a précédé, on avait un peu fait la fête, hein, pas vrai Philippe, et les visages de quelques-uns d'entre vous, et je ne peux pas cacher beaucoup d'émotion. Ce qui veut dire que je remercie la Fédération du Parti Socialiste des Yvelines d'avoir choisi d'abord de me demander à moi de faire le meeting électoral des Yvelines pour la campagne électorale, alors que je viens d'être nommé ambassadeur par le gouvernement actuel. Vous aviez compris que ce n'était pas un ralliement, c'était l'acceptation d'un métier de fonctionnaire dans une discipline. Les problèmes diplomatiques liés aux situations polaires, c'est pas un problème de soi, c'est des problèmes terribles. L'Arctique est en train de devenir le concentré des drames de l'humanité en matière de pollution, en matière de patrouille des sous-marins nucléaires les uns contre les autres, en matière d'énergie pétrolière, en matière de disparition des ours blancs. Tout se concentre dans ce petit océan et il faut mettre un peu de paix là-dedans. J'ai reçu cette charge que j'ai commencé avec l'Antarctique il y a 20 ans. Et donc il n'y a pas de ralliement politique et je suis toujours ici pour vous parler au nom du Parti Socialiste et des drames de la crise. Et ça me fait un grand plaisir. Merci donc à la Fédération des Yvelines et merci de l'idée d'avoir décidé que le meeting départemental serait là. J'ai depuis 20 ans une vraie complicité intellectuelle et politique avec Pierre Laroutlou, qui est un peu amputé ce soir puisqu'il me laisse 10 minutes de temps de parole, en gros, mais ça fait rien. J'espère que vous venez de vivre l'événement que vous avez vécu. Car l'événement que vous avez vécu, c'est un homme qui a le même défaut que moi, c'est-à-dire qu'il parle vite. On ne comprend pas toujours tout. Qui a une arme que je ne vais pas avoir, là, qui était les chiffres, les diagrammes, les schémas, de vous démontrer pourquoi le capitalisme contemporain ne marche plus, tout bonnement. Je ne suis pas absolu, je regardais un peu vos regards, mais l'éclairage théâtral, qui n'est pas l'éclairage de la démocratie, me permettait mal, depuis mon fauteuil, de lire vos regards. Je ne suis pas sûr que vous ayez tout compris. Mais vous avez au moins pigé que quelque part, quelque chose a cassé. Et si vous avez compris ça, c'est l'essentiel. Le quelque chose à casser, c'est tout bonnement le capitalisme. Et j'ajouterais à ce qu'a dit Pierre un pronostic de gravité. Je critique mes collègues qui réfléchissent en économie pour prudence excessive ou sous-estimation de la gravité de la crise. On y est pour plus longtemps qu'ils ne le disent. Et ça pourrait bien être plus profond qu'ils ne le disent, hélas. Il n'y a aucun plaisir à dire ça, naturellement. Et donc, les règles du jeu doivent être changées. Alors, au milieu de tout ça, le Parti Socialiste fait son meeting départemental pour la campagne électorale. Il faut qu'on vous parle d'Europe. Et l'Europe, on n'en a pas entendu parler, puisqu'il n'est pas dans le coup là-dedans, et que l'économie est complètement mondialisée, et que Pierre a eu raison de vous parler de la Chine, de vous parler de l'Inde, de vous parler de l'Allemagne, de vous parler des États-Unis et du Japon. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, j'ai une certitude dans ma tête. Comme il s'agit d'un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps, en 3 heures, je vous le rendrai limpide. Mais comme il vaudrait mieux qu'on ait le temps de causer un peu et que vous posiez des questions, en un quart d'heure, au fond, je ne sais pas faire. Et je vais essayer de m'en tirer au plus bref possible. 19... En gros, hein, les historiens prétendent que décrire, nous introduire à l'histoire humaine sur 6000 ans.
Qu'est-ce qu'on sait dans ces 6000 ans? On sait en gros, par exemple, que nos arrière-arrière-grands-parents, les vôtres et les miens, vivaient pas beaucoup mieux que les citoyens français sous la Révolution, qui eux-mêmes vivaient à peu près comme les citoyens français sous le règne de Louis XIV, qui eux-mêmes vivaient pas beaucoup mieux que les citoyens de l'Empire romain. L'humanité avait commencé par vivre en produisant ce qu'il fallait dans le foyer familial, en pêchant, en tuant les bêtes pour s'habiller avec leur peau, etc. Puis petit à petit est apparue l'idée que certains faisaient les arcs pendant que d'autres chassaient, que certains ou certaines traillaient les vaches ou les buffles pour faire du lait pendant que d'autres cultivaient des plantes, un peu de division du travail. Et petit à petit, on invente quelque chose qui va s'appeler le marché. Le marché, c'est le lieu où les gens qui produisent proposent ce qu'ils ont fabriqué à ceux qui vendent, à ceux qui en ont besoin et qui vendent autre chose. Et cette invention d'économie de marché, l'économie de proximité, l'ajustement de l'offre à la demande, c'est vieux de 3 ou 4 000 ans, et on ne sait pas plus que pour l'agriculture ou pour l'écriture qui l'a inventé. Mais c'est ça l'histoire de l'humanité. Et il y a moins de 200 ans, quelque chose de décisif se passe. Sur le marché, l'économie de proximité, on est un par un. L'artisan, le commerçant, le boucher, le boulanger, etc. rencontre le client, qui lui-même est, etc. Le marché est un truc de personne. Il y a moins de 200 ans, 2 inventions. L'une est la machine à vapeur. La machine à vapeur va permettre de faire travailler enfin beaucoup d'hommes à la fois. Alors on l'a oublié parce qu'elle est remplacée par l'électricité. Mais on n'a pas perdu l'invention de faire sur une seule source d'énergie travailler beaucoup d'hommes à la fois. Ça peut aller jusqu'à des milliers ou des dizaines de milliers. Et l'autre invention, c'est la société anonyme. C'est-à-dire un système juridique permettant de regrouper l'épargne de beaucoup de gens à la fois pour faire des grandes boutiques. Le marché change et il devient un marché d'unité de grande dimension. Et ça s'appelle le capitalisme. Et c'est là que le décollage se fait et que nous vivons 140, 150, 60, ça dépend de la mesure du cours du blé et du pain sur un demi-siècle, fois mieux que nos arrière-arrière-grands-parents, qui eux-mêmes vivaient à peu près comme les citoyens de l'Empire romain. Voilà ce que c'est que le capitalisme. Ça a donc plutôt pas mal marché. Et d'ailleurs, le type dans l'histoire qui a écrit l'hymne au capitalisme le plus fabuleux qu'on ait jamais lu s'appelle Karl Marx. Simplement, le Karl Marx en question regardait comment ça fonctionne. Et il expliquait des trucs. Et notamment, vers 1860, après son grand livre s'appelle Le Capital, il écrivait un peu de choses, dans lequel il disait « Ce machin formidable a 2 propensions énormes et une caractéristique centrale. La caractéristique centrale, c'est qu'il est instable. Et les 2 propensions énormes, c'est qu'il a propension à la croissance géographique. Il lui faut conquérir le monde entier. Sa logique est dans la croissance permanente. Et deuxièmement, c'est la finance qui, à l'intérieur du capitalisme, va dominer les producteurs de biens et de services, l'économie réelle. Et Marx, c'est 1860. Et il écrit, quand il sera arrivé au bout de ces 2 propensions, la finance d'économie dominant l'économie réelle et l'extension au monde entier, l'instabilité deviendra ultra dangereuse et ça va faire une espèce de révolution. Dites donc, mes amis, 1860, le mec qui avait ces outils intellectuels dans la tête et qui nous écrit ça, et qui décrit en gros ce qui se passe en ce moment, c'est quand même assez inouï. Nous, le pauvre petit parti socialiste, nous sommes les héritiers de cette réflexion. Alors il faut trier un peu dans tout ça. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que le drame de la crise actuelle nous pose d'abord la question de savoir où on est, où on va, qu'est-ce qui se passe.
Et qui a dit quoi? Et ce parti socialiste, dans le cas français, qui aujourd'hui a du mal à se mettre d'accord avec lui-même, que vous n'entendez plus, dont vous vous foutez d'ailleurs, parce que la presse en plus n'arrange rien, le Parti socialiste ne vous donne de nouvelles de lui-même qu'à travers les bagarres internes de ses dirigeants. Le Parti socialiste n'est pas beaucoup plus capable en ce moment. Le mien, je vais fêter mes 60 ans d'appartenance cette année. Et je suis triste d'avoir à reconnaître que le discours du parti ne vous parle pas de tout ça. Or, c'est toute cette histoire qu'il faut résumer. Alors, pour faire très vite, ce capitalisme, quand il se développe, comme je vous l'ai dit, il a 3 caractéristiques majeures. La première, c'est une monstrueuse, une formidable efficacité, à laquelle Karl Marx lui-même a fait des hymnes sur lesquels personne n'est revenu, tout le monde est d'accord, ça marche très fort. La seconde est une insondable férocité sociale. Quand le capitalisme se développe, n'oubliez jamais ça. On va récupérer des ruraux qui vivaient un peu de la glane, qui crevaient la faim parce que les prix du pain étaient mauvais, mais qui étaient des hommes libres et qui travaillaient comme ils pouvaient, pour les faire travailler 17 heures par jour, samedi compris, sans congé payé ni retraite, soit 4000 heures par an. La redécouverte de l'esclavage. Le capitalisme commence comme ça. Ce qui veut dire, explique d'ailleurs que le grand combat ouvrier le plus long, salarial maintenant, on dit plus ouvrier, plus assez, les employés, c'est un combat salarial, il est un combat pour la réduction de la durée du travail, depuis toujours. 4000 heures par an. Première caractéristique, donc, c'est l'efficacité. Deuxième caractéristique, la férocité sociale. Troisième caractéristique, l'instabilité. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos prédécesseurs, citoyens français, américains, allemands, anglais, japonais un peu après les autres? Sur un siècle et demi d'histoire, on a souffert de cette formidable cruauté sociale. Il y a des histoires de grève. Le 1er mai, c'est le souvenir d'un massacre. Le 1er mai, c'est le souvenir d'une première répression militaire contre la classe ouvrière nord-américaine, en l'espèce, se battant pour réduire la durée du travail et travailler dans des conditions moins pénibles. Au total, nos prédécesseurs, ils ont jugé, on voit bien qui a gagné, qui a perdu. On a avalé le capitalisme parce qu'il était efficace, avec un rêve et un espoir, c'était qu'on pourrait mettre cette efficacité au service de la diminution de sa férocité. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est de fait comme ça que dans les combats, les grèves, le capitalisme, sa régulation est un produit du combat socialiste et du combat ouvrier. Nous sommes les enfants de cette histoire. Le produit du combat salarial, ce fut les augmentations de salaire, et ce fut la sécurité sociale, la protection. Tout à l'heure, on s'est amusé, je vous marquais d'un petit signe de projecteur, le creux de la crise de 1929-1932. Ce fut la plus grave des crises de ce capitalisme qui, jusque-là, on avait eu tous les 10 ou 11 ans. Mais la logique de ces crises, c'est qu'elles étaient de plus en plus graves. Et en 1929, il s'en produit une, la plus grave de la longue série, qui va faire passer du plein emploi où ils étaient tous. Les pays dominants du capitalisme, qui étaient à l'époque les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Du plein emploi où ils étaient tous, à 40% de chômage, s'il vous plaît, et en 6 mois. À une époque où il n'y avait pas d'allocation de chômage, ni d'allocation familiale, ni d'assurance maladie, ni de retraite. Chômage voulait dire mort de faim. Pour ceux d'entre vous qui ont aimé la lecture, Les raisins de la colère de Charles Beck, un des plus beaux romans de toute l'histoire contemporaine, c'est l'histoire de ça. C'est l'histoire de la mort de faim pendant la crise mondiale. Et en plus, résultat, au passage de cette crise mondiale, elle provoque l'élection d'Adolf Hitler en Allemagne. 45, le monde est détruit. 50 millions de morts. 50 millions de morts, d'un coup. Tout le monde est d'accord que la cause centrale, c'est l'instabilité du capitalisme. Et tout le monde travaille à autre chose. Donc retenez cette idée que le capitalisme, il change pour l'histoire. On n'a pas toujours eu toujours le même.
Et en 1945 émerge un nouveau capitalisme sur lequel il y a un accord pour limiter la casse, réguler. Et l'humanité se met à inventer 3 régulateurs importants. Le premier, c'est la sécurité sociale. Non seulement elle humanise et n'empêche que les crises fassent trop mal, mais en plus, c'est un stabilisateur. Si la production s'arrête, s'il y a crise de production, si vous êtes en faillite, vous garderez un peu de revenus pour continuer à bouffer, et même pour continuer à relancer l'économie en rachetant une veste, de quoi manger ou de vous chauffer. Et c'est la condition pour qu'un démarrage se refasse. Le deuxième régulateur, c'est compliqué, il porte le nom d'un Anglais qui s'appelait Keynes. C'est une manière de gérer les budgets et les monnaies de nos États de manière à compenser les oscillations du système, lutter contre les crises, plutôt que de satisfaire des critères comptables nationaux qui n'ont rien à voir avec les autres. Je ne dis pas plus, on est pour le séminaire et on n'a pas le temps. Et le troisième critère de sauvetage du capitalisme, il est formidable. D'abord, l'invention est américaine. Ensuite, les 2 premiers que je viens de dire, politique extérieure keynésienne et sécurité sociale, il y a des livres entiers, des bibliothèques pleines. Je suis sûr qu'à la bibliothèque municipale de Conflans, vous en avez encore plein pour discuter ces thèmes. Le 3e régulateur du capitalisme, c'est en une phrase. Il n'y a pas de bouquin, il y a une phrase. La phrase c'est « Je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures ». Oh, ça c'est une phrase. Et les Henry Ford, il a dit vers 1922 ou 23, il est déjà le plus gros industriel du monde entier. Et il a compris, lui, que ce capitalisme dont nous consommons la crise est un système de production de masse génial. Mais même si l'économie politique est un truc compliqué, vous aurez tous compris, c'est pas très difficile, qu'il y a de système de production de masse génial que s'il y a consommation de masse. Ben voyons. Monsieur de la Palisse vous aurait rappelé. Je paye mes salariés pour qu'ils m'achètent une voiture, c'est la clé de l'affaire. Il a dit en 1922-23, parce que l'économie mondiale tardait à repartir après les dégâts de la guerre de 14-18. Il a répété ça au moment de la crise de 29, et c'est à ce moment-là que les États-Unis sont sortis, et pour ça, que les États-Unis sont sortis avant les autres de cette crise de 29. Et en 1945, mes amis, le monde entier s'y est mis, le monde entier développé. Ni la Laurent tout à l'heure, sauf une évocation de la Chine et du Japon, ni moi maintenant, n'auront le temps de vous parler des pays émergents. C'est un autre monde, c'est une autre complication. Nous parlons de ce qui nous arrive à nous les plus avancés. Europe, Amérique du Nord, Japon. Et on est reparti comme ça. Si bien qu'en 1945, par une nouvelle phase qu'on a appelée les 30 Glorieuses, c'est la phase inouïe, vous avez vu les courbes tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'endettement pour financer la croissance. On s'est affecté au salaire une part suffisante des gains de productivité pour que ça tourne, le monde marche très bien. Et souvenez-vous, on est en France, on a oublié, on a vécu 27 ans de plein emploi. Tout le monde a oublié, 27 ans de plein emploi. C'était formidable. Ainsi particulière et tout à fait limitée, qui se trouvait malheureuse. Les actionnaires des entreprises. Vous avez tout compris. Si les salaires sont hauts, le dividende distribué va être bas. J'ai accusé beaucoup de profs de compliquer l'économie, de prétendre vous parler d'économie avec des formules mathématiques dans les bouquins, de manière à ce que personne ne comprenne. Parce que si tout le monde comprend trop bien, on va voter à gauche. Il y a des camouflateurs de l'économie qui sont des criminels, au fond. Tout ça est plus simple qu'on ne croit, à condition de venir à l'essentiel. Ce type s'est mis à expliquer que le marché est tellement formidable que son équilibre est optimal, c'est-à-dire le meilleur possible, et que si l'équilibre du marché ne vous plaît pas et que vous voulez le corriger pour des raisons sociales, les moins bien payés sont trop mal payés, il faut corriger, etc., vous allez faire des subventions ou des taxations, ou des impositions, ou des réglementations, et il démontrait mathématiquement, avec plein de formules dans plein de bouquins lourds, que vous ferez plus de perdants que de gagnants. Cette philosophie-là a servi d'outil
aux actionnaires qui se groupaient. Et au lieu de vivre un par un, les actionnaires, ils ont fait des fonds de pension, puis des fonds d'investissement. On va se regrouper pour aller entrer dans les entreprises et exiger plus de pognon à la sortie. Et puis des fonds d'arbitrage. Ceux-là, je ne sais pas pourquoi, dans la presse française, on a gardé leur nom anglais, hedge funds. C'est pas les plus. Je ne rentre pas dans ce détail. Encore une fois, on a peu de temps. Mais en 20 ans, cette organisation entre eux des actionnaires a pris le pouvoir dans toutes les entreprises de plus de 3 000 à 4 000 salariés, dans toutes nos entreprises internationales. Et au lieu que les actionnaires précédents venaient au conseil d'administration en disant « Mon pauvre président, vous avez raison, c'est dur. Naturellement, il faut les payer vos salariés pour qu'ils vous restent fidèles. Naturellement, il ne faut pas surtout massacrer le budget de recherche scientifique de l'entreprise, puisque le créneau technique sur lequel vous tiendrez votre produit, votre marque et votre nom, c'est votre recherche qui l'a fait. Fini tout ça. Les actionnaires regroupés payent leurs mandataires pour aller dans les conseils en disant « On veut du pognon. On n'en veut plus. » Il y a même eu ce livre, vous l'avez lu dans la presse. Il n'y a pas d'investissement admissible qui n'espère pas un taux de rendement annuel de 15%. Vous l'avez lu, ce chiffre. Et le mystère, c'est qu'aucun gouvernement de nos pays, et même nous on a été timides, Pierre, il semblait, aucune force syndicale ou sociale n'a dit c'est une honte. On était intoxiqués, on n'a pas osé, le système de l'impression de marcher bien. C'est à ce moment-là, derrière un chiffre pareil, qu'on disait on va assister le pouvoir d'achat salarial. Vous l'avez vu, vous l'a présenté tout à l'heure, Pierre. La courbe sur le partage, la part des salaires dans le produit intérieur brut. Elle diminue en 15 ans, au point que il n'y a plus assez de pouvoir d'achat dans les pays développés. Il n'y a rien de particulier à la France là-dedans. Nous sommes tous dans le même bas. La baisse du pouvoir d'achat salarial dans les pays développés ralentit la consommation. Le profit, ça va être quoi le profit? Alors le profit, attention, la catégorie connue sous le nom de profit, il y a les loyers, les intérêts financiers, les honoraires de votre médecin, il y a les honoraires, les commissions des pharmaciens, profession libérale, etc. Mais la moitié de la catégorie connue sous le nom statistique de profit, c'est le vrai profit industriel. Où est-ce qu'il va? Des ranchs au Texas, des ranchs dans les Rocheuses, de la consommation usuelle, très peu de consommation. Tandis que nous, les salariés, on consomme 94-95% de nos revenus salariaux. Le moteur de la consommation, il est là, ce que Henry Ford avait lui-même compris. Et c'est donc avec l'aval d'une vérification doctrinale, 15 prix Nobel d'économie, les monétaires. Cette doctrine s'appelle le monétarisme, j'ai oublié de vous le dire. Ils ont fait. Mais surtout, à l'appui du rapport de force dans lequel ce sont les représentants mandatés d'actionnaires regroupés. Même si par ailleurs, ces actionnaires sont des salariés qui demandent de meilleures pensions. Ce que ça condamne, c'est le fait que les pensions soient capitalistes. Il vaut mieux le système de répartition. Il est plus prudent à cet égard. Mais en tout cas, vous pouvez être membre d'un fonds de pension, vous salariés désireux d'avoir un bon salaire, et donner le mandat à vos représentants d'être des brutes vis-à-vis des salariés des autres, quand il s'agit de se financer sur les dividendes des entreprises dans lesquelles vous êtes. Vous voyez la mécanique? Cette mécanique a été dévastatrice et épouvantable. Et puis elle s'est accompagnée d'une renonciation à l'éthique. Vous avez vu cette courbe de l'endettement américain? Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette courbe? D'abord, elle est mais tu as donné aussi la courbe de l'endettement britannique. Elle veut dire que tous ces grands gouvernements, ceux de l'Europe continentale un peu moins, en timide et derrière des portes ouvertes. Mais les créateurs, c'est américains, japonais un peu, et surtout britanniques, ont renoncé à l'idée que quand on emprunte, on rembourse. Et voyons. Et c'est à travers toutes ces évolutions que le capitalisme contemporain est devenu complètement fragilisé et que nos économies de pays développés, dans ces années 2000 et quelques, n'arrivent même pas à retrouver la moitié du taux de croissance qu'elles avaient connu, avec, pas le même, avec une autre variante du capitalisme, dans les années 45 à 80, car à ce moment-là, la croissance était de 5% en moyenne.
Là-dessus se greffe autre chose, qui est que le système bancaire passe, pour faire vite, hein, globalement à l'immoralité. Vous avez entendu parler de ce mot de subprime. Subprime, ça veut dire surprime, en fait. Ça décrit quoi? Ça décrit le fait qu'aux États-Unis, au tournant du siècle, c'est l'entrée dans le 3e millénaire, ça. Il y a eu un rêve. C'est bête, la lutte des classes. Pourquoi on s'engueule? Pourquoi les patrons et les salariés se battent entre eux? Pourquoi la lutte des classes? On se comprendrait tellement mieux tous les uns les autres si tout le monde était capitaliste et au moins si tout le monde était propriétaire. Et c'est comme ça que ça commence. Et Bush dit ça. Le fait que tout le monde soit propriétaire est d'ailleurs une phrase que Sarkozy avait repris dans sa campagne électorale en France. Et ça, c'est assez formidable. Si la France bouge un peu, c'est parce que Sarkozy a changé d'avis, ce qui est tout à fait important. Qu'est-ce que les banques sont mis à faire? Vous êtes ici probablement un tiers de cette salle qui avait acheté votre maison. Et quand vous avez acheté votre maison, vous avez passé un sale quart d'heure avec la banque à détailler vos revenus, à afficher vos probabilités de rembourser. Et la banque vous a dit, bon monsieur ou bonne dame, ok, on vous aide, mais pas tout. Il faut votre effort. On vous prêtera 70, 80, 85, pas plus, % de la valeur de ce que vous achetez. Et puis, on vérifie que vos revenus vous permettent de payer les échéances. Et ça marche comme ça, le crédit hypothécaire, dans tous les pays sérieux depuis 2 siècles. Tournant américain, après tout, petit Dieu, pourquoi ne pas prêter à tout le monde? C'est une bonne idée, tout le monde propriétaire. Et puis, vous achetez votre logement, il faudra des meubles, il faudra des travaux si vous achetez l'occasion. On va vous prêter 120% de la valeur d'immeuble, parce que vous aurez une petite plus. C'est votre affaire, calculez. Nous, on ne va pas s'emmerder à dépenser de l'argent ou faire payer une inspection. Simplement, il y aura une petite surprime si votre pouvoir d'achat n'est pas suffisant. C'est ça les subprimes. Et tout le monde y est allé. Bush ayant dit, tout le monde propriétaire, que les banques prêtent à tout le monde, elles l'ont fait toutes. Ce qui veut dire que pour la banque américaine en matière de logement, la rentrée de leurs fonds, c'était pas la ponctualité et le sérieux de leurs emprunteurs, c'était la valeur de la pierre. Vous ne plus payer, tant pis, on vous exproprie. Et là, l'année 2007 est une année absolument clé. 1 700 000 familles. Et comme il s'agit plutôt des familles populaires et des familles ethniquement hispaniques ou noires aux États-Unis, beaucoup d'enfants. Combien d'enfants à la rue, sans domicile, au moment des examens? Je ne vous fais pas un dessin. 1 700 000 familles pour essayer de retrouver l'équilibre du système bancaire. Or, manque de bol, ils en avaient tant fait qu'il aurait fallu, pour que le système bancaire américain reste équilibré cette année-là, qu'ils en exproprient 3,5 millions. Et là, les banques craquent. Faillite générale. Vous avez tous entendu parler d'une amorce, pour dire, vous avez un détonateur par rapport à un explosif. Ce coup-là est le détonateur. Fait qu'un beau jour, ça se passe à l'automne 2008, c'est pas si vieux, c'est sanctuarisé symbolisé par la faillite d'une banque qui s'appelle Lehman Brothers, qui était la 3e plus grande banque du monde, et dont la faillite a mis en faillite des centaines de milliers d'entreprises petites ou moyennes partout autour, sans parler de choses de très grosses. General Motors est affecté par tout ça. Voilà comment c'est. Et c'est le détonateur. Et si on vous raconte tout ça, c'est parce que ce détonateur a frappé les économies anémiées par la perte de salaire, la baisse de consommation et tout ce que la Rautu vous a raconté tout à l'heure, les cours sur longue période. Puisque ça fait 15 ou 20 ans maintenant que nous n'avons plus que 2,5-3% de croissance et que nous traînons 15% de travailleurs précaires dans tous nos pays, plus 7 ou 8% de chômeurs, plus 3e catégorie nouvelle qu'on ne connaissait pas dans les années 70, les pauvres, au sens adultes valides, exclus du marché du travail, même pas chômeurs, même pas précaires. Les pauvres, c'est les adultes valides qui sont à moins de $2 de revenus mensuels. Et il y en a maintenant 5-6% de tous nos pays, 8% en Grande-Bretagne.
La Grande-Bretagne est le record de cette cruauté sociale. C'est ça la crise. Alors, plein de questions, et puis nous sommes en campagne électorale européenne. Sur laquelle je vais m'arrêter là, j'en ai presque trop dit. Je suis presque rigolard à constater avec quel point les possesseurs de savoir là-dedans vous causent, mesdames et messieurs, chers amis, pour vous expliquer la crise, en ne vous parlant que de banque et de finances. Parce que là, le détonateur, si on veut les dénoncer, on a à dénoncer que l'immoralité, elle est scandaleuse. Quand toute une profession mondialement se met à pourrir le monde par cupidité, il se passe quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de banquiers dans la salle, et en tout cas le problème des banquiers d'aujourd'hui, c'est de se distinguer de leurs prédateurs de patrons. C'est un problème de culture. Mais pour les porteurs de science, dénoncer l'immoralité n'en revient pas à dire que c'est l'organisation de base du système qui ne marchait pas. Et c'est pour ça qu'on ne nous parle que de finances. Tandis que dans la macroéconomie, il faut bien constater que la règle qui voulait que l'équilibre du marché soit optimal et que vous n'avez rien à faire, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est ça qui s'effondre. Et là, s'effondre un savoir répété, renforcé, présenté dans toutes nos facs par 15 prix Nobel d'économie successifs, et au nom duquel tous nos profs d'économie, jusque dans nos lycées, ont été nommés sous condition d'être politiquement conformes. Hein, comment on appelait ça? La langue unique, le discours unique. C'est ça, c'est la conformité à ce savoir. Et c'est celui-là qui s'effondre. La science économique ne peut pas convenir que les règles qu'elle a couvertes depuis un demi-siècle sont non seulement foireuses, mais suicidaires. Alors, parlons au milieu de tout ça un peu politique. D'abord, nous sommes dans un vrai drame par rapport auquel, au fond de la question, c'est qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante vraiment connue. Mais tout de même, regardez ce XXe siècle affreux, qui a été le sommet de l'horreur humaine. Le XXe siècle, il fait 100 millions, 120, 130 millions de morts par mort violente. C'est le record historique sur toute l'histoire de l'humanité. Et il se résume à quoi? 4 forces se sont entretuées comme pas possible. Fascistes, communistes, capitalistes pur et dur, social-démocratie. Nous, les social-démocrates, on est les représentants de la plus petite et la plus continue là-dedans. Le fascisme nous coûte 50 millions de morts de son côté, la Deuxième Guerre mondiale. Le communisme, 50 millions de morts civiles, le goulag. En plus, c'est les autres. Ils s'entretuent, tout ça finit par la destruction mutuelle. Le grand vainqueur est le capitalisme pur et dur. La social-démocratie, les socialistes responsables, pas du tout modérés, totalement déchaînés dans leur socialisme démocratique. Mais c'est-à-dire dans leur distinction avec l'économie administrative. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient la clé, c'est quand même la référence à la liberté. Et tant le fascisme que surtout le communisme entendent la tuer et ont mis en place des systèmes économiques qui, détachés du marché, font diriger l'économie par des directions de sommet. C'est la mort, c'est la police, ça ne marche pas. La social-démocratie s'est ralliée à l'économie de marché parce que l'économie de marché est constitutive de liberté. Et c'est la social-démocratie depuis 1920, depuis le choix face à Lénine. Ma souffrance, quand je vous parle ce soir, camarade premier secrétaire fédéral des Yvelines, c'est que mon parti, pratiquement le seul, mon grand parti, le Parti socialiste de France, le seul de toute l'internationale à avoir eu du mal à avaler cette vérité. Parce que nous sommes des marxistes, parce que nous avons été longtemps fascinés par leur respect avec nos camarades communistes, qui étaient encore plus loin que nous pour accepter ce patois. Le Parti français, lui, il a eu du mal. Si bien que ça fait 40 ou 50 ans qu'il n'est pas clair dans ses réponses. Et c'est moi qui vous le dis. J'ai quelques expertises et quelques forces. Mais je ne passe pas pour le plus incapable de nos camarades socialistes, quand même. Il se trouve, réfléchissez bien tous mes camarades, que dans toute la Scandinavie, pour l'Allemagne, pour l'Autriche, pour la Grande-Bretagne, la social-démocratie, et pour l'Espagne, la social-démocratie était ce qu'elle était. Qu'est-ce qu'elle disait?
Pas de transaction avec les oppresseurs de la liberté. Nous ne sommes pas communistes, nous ne sommes pas pour l'économie administrée. Nous sommes encore moins fascistes, mais la relation économique du fascisme est loin d'être. Nous sommes les alliés du capitalisme parce qu'il y a l'économie de marché et que le marché, c'est notre liberté de citoyens, de consommateurs, de pères de famille, et de producteurs et de travailleurs. Mais le mensonge selon lequel le truc serait stable, il faut de la régulation là-dedans. C'est ça le discours de la social-démocratie depuis 50, 60, 70 ans. Et c'est ce discours-là qui est en train de s'avérer le vrai, le bon. Nous sommes historiquement les vainqueurs dans ce terrifiant débat. L'ennui, et ça va concerner quelques-unes d'entre vous, sur ces 50 ans d'un capital échevelé qui marchait très fort, ils nous ont piqué nos meilleurs hommes. C'est plein d'hommes et de femmes mais qui ont cessé de croire à la solidarité parmi les hommes, qui sont dire l'avenir, c'est d'être trader dans les banques. Combien d'entre vous ont caressé l'idée, ou peut-être sont entrés dans les métiers de ce genre? En gros, les classes moyennes supérieures des pays développés, le capitalisme les a conduits depuis 20 ans à renoncer à l'espoir d'arriver à l'aisance par le travail, ce qui était notre culture à tous et qui j'espère le demeure, pour arriver à l'espoir du gain en richesse d'un coup. Et nous sommes devenus complices de spéculation. Et c'est au point que les forces politiques européennes de la social-démocratie sont trop faibles maintenant pour reprendre le pouvoir au moment où elles gagnent. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec l'affaire européenne? L'affaire européenne est différente. Elle parlait politique. Elle voulait parler politique au début. 1000 ans d'histoire européenne, 1000 ans de guerre, 14 ou 15 guerres entre les germanophones et les francophones pour stabiliser la frontière de nos coins. Je ne parle pas de celle entre les Hongrois et les Roumains, entre les Polonais et les Allemands. L'Europe, c'est le plus belligène, le plus créateur de guerre de tous nos continents. On l'a tous dit. Le premier qui a pacifiquement appelé aux États-Unis d'Europe en temps de paix, dans des conditions pacifiques, s'appelle Victor Hugo. D'accord, il était député de Paris, c'était donc un politique. Son message était plus que politique. Et il disait, il faut finir avec tout ça par la négociation entre nous tous. Personne n'a écouté, d'où la guerre de 70. Personne n'a écouté Briand, pourtant le vainqueur de la guerre de 14. Et le fait que nous ayons été incapables d'entendre ce message, Victor Hugo, puis Briand et Stresemann, nous conduit à la guerre de 40, laquelle, je vous le rappelais tout à l'heure, a quand même fait 50 millions de morts. En 45, tout le monde est d'accord, il faut sortir de là en rendant la guerre impossible. Le rêve des 6 pays fondateurs, pour la forme de la communauté européenne du charbon et de l'acier, s'achève avec la communauté économique européenne. Ces 6 pays fondateurs ont dans la tête de faire une fédération politique des États d'Europe, rendant la guerre impossible entre nous, mais pour qu'une grande dimension, une force, une vraie, permette à l'Europe d'exercer au niveau du monde entier le rôle de leadership que chacun avait dans l'Europe elle-même avant que nous soyons mondialisés maintenant. Nous sommes maintenant dans un monde de géants face à la Russie, à la Chine, au Brésil, à l'Inde et aux États-Unis d'ailleurs, de 180 millions d'habitants quand même. Des petits pays de 50, 60 ou 10 n'existent pas. Le rêve européen, c'était celui-là. Et on a commencé par une unification à dominante économique, un peu par hasard. Mais c'est parce que le choix de l'économie a été dominant, a été fait au début, que l'Europe s'est développée sous la forme d'un instrument de réconciliation et de prospérité en commun. Et cette prospérité qu'on a construite en commun, dans la réconciliation de l'après-guerre, a appelé beaucoup d'autres à nous rallier. Dans les ralliements, il y a eu les Anglais qui n'ont jamais partagé ce projet. Et de la même façon que probablement demain, vous allez lire que le G20 qui se réunit demain à Londres est un échec. Et on sait déjà, s'il a échoué, que c'est parce que la diplomatie britannique aura saboté l'effort de régulation du système international pour défendre les intérêts bancaires de la City.
je prends des risques. Peut-être demain, il y aura une demi-réussite, méfiez-vous. Et ne croyez pas la demi-réussite comme ça. Pourquoi je dis ça à ce moment-là? Parce que dès 1972, moment de son adhésion, la Grande-Bretagne a rejoint le marché commun intérieur pour l'empêcher de devenir une vraie fédération politique. C'est depuis 1972 que toute tentative d'accroissement de l'intégration politique à l'Europe est interdite et condamnée par la Grande-Bretagne, qui y est arrivée. C'est pour ça que nous avons, en 35 ans maintenant, élargi l'Europe de 6 à 27, sans jamais arriver à modifier son vrai fonctionnement institutionnel. L'Europe politique est morte. Il n'y a aucun consensus à faire des actions de politique étrangère. On l'a vu au moment de l'Irak, on l'a vu quand la Yougoslavie a explosé, et on le voit aujourd'hui sur la manière de nouer nos relations, soit avec la Russie, soit avec la Chine. En plus, devant les réactions à cette crise, on avait cru que le morceau solide qui était l'économie permettrait à l'Europe de repartir un peu. Les premières réactions. L'Irlande, c'est septembre 2008. L'Irlande, principal bénéficiaire de l'Union européenne. Au moment où elle adhère, 1972, le plus pauvre en revenu par tête de tous les pays d'Europe de l'époque. Maintenant, le second derrière le Luxembourg, avant nous tous. L'Irlande a tellement tiré bénéfice de l'adhésion européenne qu'elle est première en tête. Quand la crise arrive chez elle, il faut dire qu'elle avait joué fort sur la spéculation, hein, et la dégénérescence bancaire s'est vue là profondément. L'Irlande dit, on va affecter des fonds publics au sauvetage de vos banques. Pourquoi pas, tout le monde est d'accord pour faire ça, sauf qu'il y a une règle, comme là, on est aux limites de la concurrence, il faut que la Commission dise son accord. L'Irlande décide de le faire sans consulter, viole la règle européenne. Et deux, elle dit, nous allons donner la garantie de l'État irlandais aux déposants irlandais dans nos banques et pas aux autres. Comme si l'Europe n'était pas faite. Après avoir été le meilleur profiteur, coup de prénom dans le dos, elle crache sur l'Europe. Le surlendemain de ces nouvelles, la chancelière d'Allemagne, Madame Merkel, dit, c'est scandaleux ce qui se passe en Irlande, ils auraient dû consulter la commission pour faire leur affaire de mettre de l'argent public pour sauver leur banque, mais moi je ne ferai pas ça, je n'accepte pas que l'argent public vienne renflouer l'économie privée ou financière. Madame Merkel est une femme de l'Allemagne de l'Est, elle a vécu 30 ans de sa vie sous le communisme, pour laquelle les mots d'État et de communisme étaient synonymes. Elle voit l'État relever la tête, elle réapparaît. Il faut la comprendre. On peut pas être d'accord, je pense qu'elle se trompe. Elle le sait maintenant, elle a compris, elle a changé. Mais à ce moment-là, elle dit jamais. Et puis elle dit aussi, et je n'accepterai pas que des contribuables allemands soient amenés à payer sur fonds publics pour aider des situations difficiles créées dans d'autres pays. Madame Merkel déchire le pacte européen. L'Europe dans laquelle nous croyons meurt. C'est un samedi, tôt en septembre 2008. Mais elle n'a pas de chance, elle rentre chez elle. Et dans la soirée, on lui apprend que 2 nouvelles grandes banques allemandes sont en faillite absolue, qu'il n'y a aucune espèce d'espoir de sauver ces banques avec des fonds privés allemands. Donc il faudra bien mettre des fonds publics, contrairement à ce qu'elle a dit 3 heures avant. Et qu'en plus l'idée, dans la protection des déposants devant les faillites bancaires, de protéger spécifiquement les Allemands par rapport aux autres, n'est plus possible. On est en Europe intégrée. Et le rigolo, cette crise donne de temps en temps des moments d'humour à qui sait la lire avec le regard discret. Mes amis, retenez cette formule. Ce sont les marchés en Allemagne qui ont rappelé à Mme Merkel qu'elle était en Europe. C'est quand même quelque chose. Ceci dans une Europe qui, par ailleurs, avait renoncé, enfin, avait été rendue incapable par la Grande-Bretagne de faire de la politique étrangère ou d'être sérieux sur le plan militaire. Alors, qu'est-ce qui reste de l'Europe là-dedans? Il reste simplement que nous avons mis en commun nos économies pour nous défendre, que nous faisons une découverte inattendue et prodigieuse. Pierre Larouturou a eu une phrase là-dessus tout à l'heure. Mais il parlait vite. Et tu as raison d'ailleurs, parce que tu avais beaucoup à dire.
C'est pas une critique. Mais je détaille un peu la phrase. Je prends mon temps, moi. On a créé l'euro. Personne ne sait très bien pourquoi. Nous n'avions pas de raison économique majeure de créer l'euro. Et d'ailleurs, économiquement, ça a été énormément discuté. Puis c'était difficile. Et puis, on savait que l'attraction des nombres ronds, pendant un temps de stabilisation des prix, il y aurait un petit effet sur les prix. Vous l'avez payé, il est fini, parlons pas de ça. On a, sans faire, par inadvertance, fabriqué le plus formidable bouclier politique que l'on pouvait croire. L'euro, jusqu'à présent, a protégé l'essentiel des pays membres de drames que l'Irlande, la Hongrie, la Lituanie, l'Estonie, le Danemark, tous ceux qui n'y sont pas, crèvent. Et tous ces pays sont en train de se poser la question de savoir comment rattraper le train et rentrer vite dans la zone de protection euro. Et le plus marrant, c'est le Premier ministre anglais, eurosceptique, qui avait empêché Tony Blair de faire un référendum pour demander à la Grande-Bretagne de rejoindre l'euro, qui, devenu Premier ministre, a compris que la résistance à la crise supposait l'effet de masse et s'est mis à devenir le conseiller technique de la zone euro dans l'écriture des documents pour le G20, etc. Autrement dit, nous avons avec l'euro, sans beaucoup